Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle hebdo après une semaine de pause de l'Euroleague, les fenêtres internationales. On est de retour pour l'hebdo, le 13e de la saison. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est quitté, on a fait un petit live autour du derby Real-Barça. C'était très sympa. Il n'était pas là, malheureusement. Petit problème bobo à la tête pour l'ami Lucas. Comment ça va mieux? Ça va mieux. La tête est nouveau vide. Très bien. Et bien, regarde, on a tout un programme pour la remplir de bonnes choses. Comme d'habitude, on va pas déroger à nos règles. Les petites news, ce qu'on a retenu de la semaine. Et puis, une dernière partie un petit peu sympa avec un top. On vous dévoilera ça plus tard. Lucas l'a un petit peu montré si vous l'avez vu à l'écran, mais pareil, hein, autres bonnes habitudes. On va sur nos réseaux sociaux, on s'abonne, on laisse des petits commentaires, on échange avec vous. Voilà, donc tous nos réseaux, ils sont dispo, vous les avez dans la description. N'hésitez pas à aller checker tout ça, à vous abonner surtout à YouTube. Et le petit pouce, c'est la meilleure façon de nous soutenir cette saison. Partage à 10 personnes, sinon tu n'auras pas de fortune cette année. Ancienne, les chaînes comme ça. Les MMS de 14 pages, là. Où t'avais l'impression de choper une malédiction. Oh là là. Bien, mon petit Lucas, on va se lancer sur les news. Alors, pour ceux qui ont suivi le live, il y a pas mal de news qui vont revenir, mais forcément, là maintenant, Lucas est là et a quelques petites indications à donner sur... Oh, il y en a une, je l'attends, genre, je l'attends vivement. Donc, on va se lancer tout de suite avec les news. Et tout d'abord, c'est l'arrivée de Tibor Place du côté du Panathinaikos jusqu'à la fin de saison. Comme je disais en live, il retrouve Ergin Ataman qu'il a connu du côté de l'Anadolu. Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Ben, on fait dans les vieux pots, c'est bien, c'est pratique ça. L'Euroleague, c'est quand même la compétition où il y a du mal à actualiser, je trouve. Alors, il y a certains clubs qui innovent, c'est bien, on en parlera bientôt, je pense. Mais c'est compliqué. Après, c'est une bonne chose. Je pense que c'est surtout une envie du Pana et d'Ataman d'avoir un pivot stretch. Enfin, je me comprends dans ce que je veux dire dans ces dimensions-là, mais tu vois, je trouve que le Pana cette année avait pas son Sertac Shanley et en prévision des playoffs, avoir un mec qui est peut-être à tous les coups dans le premier quart-temps et à 9 points parce qu'il t'a mis 3 ficelles de loin, ça peut être pas mal. Il apporte Déjà avoir un intérieur. Il apporte un peu de taille et puis c'est quand même des opposés bien différents de ce que peuvent être le Sor, Gabriel ou Yurt7. Donc c'est bien, ils avaient besoin de se renforcer de toute façon. Il a joué déjà, ouais. On a l'impression, mais en tout cas, ça fera jamais de mal d'avoir un Daniel Theis dans la raquette. Pas de manquer de respect à Mam Jaité, mais à choisir entre les deux. Le choix est vite fait, je crois. Le choix a déjà été fait, je crois, d'ailleurs. T'as regardé un petit peu Monaco, toi, contre Milan. Ouais. Est-ce qu'on sent tout de suite les intentions pouvoir défendre au large, être mobile ou est-ce que c'est un peu discret encore? On sent l'envie de vouloir prendre des rebonds, ce qui n'a pas été une chose ce qui était plutôt difficile pour eux sur cette rencontre. Mais il me semble aussi qu'il est sorti pour 5 fautes. Donc c'est un mec qui, bon, il a apporté ses minutes. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça fait un peu redondant. Mais ça fait toujours un mec avec de l'expérience, qui connaît déjà Spanoulis aussi, il y a une bonne connexion, des mecs sains d'esprit, donc à voir. À suivre, de toute façon, voilà, un gros nom qui signe sur le rocher, ça fait jamais trop de mal dans la... Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Voilà. Oui. On part sur un autre club français avec l'arrivée de Mathis Dosouyovo du côté de Paris Basketball. Il était en Allemagne, ça s'est pas hyper bien passé, effectivement, du côté d'Oldenburg. Ça s'est pas hyper bien passé et donc il rejoint le Paris Basketball qui pourrait, dans un autre temps, prêter. Je sais pas si ça a été fait. Si, il me semble que c'est prêt. Bah alors, il a été listé, il était listé pour Saint-Quentin, je crois. Donc voilà, donc là, le prêt de Enzo Charvin du côté de Saint-Quentin. Petit mouvement, pas grand-chose à dire. Est-ce que Dosouyovo pourrait avoir quelques minutes? Est-ce que c'est un vrai plus? Ça serait pas mal. Ils ont déjà libéré Kessen cette année qui jouait pas du tout. Donc si t'es dans l'optique d'avoir un mec capable de jouer ne serait-ce que 5 minutes par rapport à 2 joueurs qui ne faisaient rien, c'est bien. Dommage de pas avoir vu Charlois un peu plus en Euroleague. Bon, il a été mis sur le côté un long moment par des soucis physiques aussi, mais
sacré animal, sacré bête physique, donc je pense que on aurait pu voir quelques trucs sympathiques, mais ouais, moi j'aime bien Osio, donc s'il peut prendre un peu la température et s'installer après dans une équipe Euroleague s'il reste pas à Paris ou bien il reste, pourquoi pas, hein. Très bien, donc à suivre sur les prochaines semaines. Que seraient les news sans les mouvements du côté du Maccabi Tel Aviv? Alors, pour rappel, David DeJulius est parti, il semblerait un prêt du côté de Bursaspor. Jimmy Carter III est arrivé et s'est engagé pour 2 ans et demi, donc c'est-à-dire la fin de saison plus encore 2 ans. Il a fait un premier match qui a l'air d'être plutôt en jambes, plutôt bon. Et ensuite, il y a une autre rumeur, celle de Raekwon Gray, qui joue actuellement à l'AEK Athènes pour la saison prochaine, en sachant que d'autres équipes Euroleague seraient sur le dossier. Cette saison, c'est 9 points, quasi 4 rebonds, quasi 3 passes en 8 matchs de BCL, passé par Florida alors State, attention, en NCAA, et après un peu de G-League avec les Long Island Nets, Brooklyn, Austin Spurs en G-League, et les Spurs 3 matchs en 2023-2024. Voilà, pas grand-chose à en dire de plus, si ce n'est aller voir de la BCL, c'est toujours du très bon basket. Et comme ça, on découvre des joueurs qui plus tard arrivent dans la grande ligue, la nôtre, l'européenne. Autre petit mouvement, là aussi qui arrive de G-League, celui de Rob Baker qui arrive à l'Alba Berlin en remplacement un peu tardif de Trevion Williams parti au Maccabi Tel Aviv. Lui aussi arrive de G-League, donc comme je le disais, du Magic. Il a été très bon sur les fenêtres internationales avec Team USA parce qu'il a participé aux qualifications. Je crois qu'il fait un match avec 7 ou 8 contre, je crois, sur le dernier match face aux Bahamas. Donc voilà, à découvrir un autre profil. Arrive la news qui fait plaisir à Lucas. C'est ce fameux départ de Dennis Smith Jr. du Real Madrid avec petite rumeur Patrick Beverley qui pourrait arriver. Lucas, je te laisse la parole. Moi, j'en ai parlé durant le live. Quelle farce. Mais vraiment, des fois, on nous dit, ah, vous trouvez un peu dur, les gars, vous suivez depuis longtemps. Non, non, non. On a été pseudo gentil, mais cette farce, c'est honteux. Et c'est à se poser la question pour qui c'est le plus honteux. Le joueur, t'es pas prêt. Tu viens faire ta première expérience en Europe, tu viens au Real Madrid, tu te rends compte que t'es pas prêt. Le club, vous faites pas des petits checks pour savoir si le mec est en forme, s'il peut vraiment jouer? Non. Donc on crache du pognon pour rien. Peut-être tu as un arrangement à l'amiable derrière, mais c'est vraiment ridicule. Et on reprend toute l'histoire qui a duré 2 semaines et demie, 3 jours selon les syndicats, mais le mec a tiré la gueule dès qu'il est arrivé, hein. tout le séjour. Il y a une photo, c'est celle du test médical où il sourit. Alors celle-là, c'est la meilleure. Il devait sourire en se disant putain, ils me prennent. Waouh, je n'en reviens pas. J'ai des Kit Kat gratuits. C'est une Zumba dramatique cette année. Le Real Madrid, c'est d'une tristesse. Et juste le dernier truc que j'ai vraiment aimé, donc le mec débarque en Euroleague. Il se rend compte qu'il n'a pas le niveau, c'est bien au moins d'en avoir discuté. Ok, t'es pas en forme, oui, je comprends. Allez, au revoir. T'es pas en forme, mais qu'est-ce que tu dis? Oh bah je vais retourner en NBA. Comment prêcher notre paroisse? C'est fou quand même, hein. Mais il a pas retrouvé de contrat pour l'instant. Il a pas retrouvé, mais il retrouvera probablement pas, ou alors la G-League. Mais oui. De se dire que le mec dit ouvertement, bon, allez, je viens en Euroleague. Ah bah non, en fait, l'Euroleague, j'ai pas le niveau. Bah du coup, je vais retourner aux États-Unis. Regardez l'Euroleague, hein. Voilà. Il n'y en a rien de plus à vous dire. C'est QFD, votre honneur. Voilà pour le départ de Dennis Smith Jr. Dernière petite news, les dernières. Isaiah Wong arrive en remplacement de Lonnie Walker, un autre phénomène, on va en reparler bientôt. Du côté du Zalgiris, pour l'instant, il a joué qu'en championnat. J'ai vu quelques highlights, pas de match Euroleague pour l'instant, donc on va attendre. Et les deux dernières concernent... si, Lucas, tu voulais dire un truc sur Isaiah Wong? Je trouve que j'apprécie les efforts que fait le Žalgiris Kaunas sur les dernières années à trouver des joueurs. Il y a eu la petite pioche Edmond Sumner l'année dernière qui avait fait plaisir. Et on sent que c'est des mecs qui cherchent. Donc, ça fait écho à la news d'avant où t'as l'impression qu'ils réfléchissent pas beaucoup.
Les deux dernières news pour les clubs grecs. Rumeur de prolongation pour Kendrick L'argent. au Panathinaikos. Proposition. Alors attention, ce ne sont que des rumeurs de 3 ans et 11 millions d'euros. Sur la totalité, attention, hein, c'est pas 11 millions par saison. Qu'on se comprenne C'est bien. le AdSense de The Upset Me. Mais donc 3 ans et 11 millions proposés à Kendrick Nunn au Pana. Et du côté de l'Olympiakos, Nigel Williams-Goss qui pourrait prolonger aussi son contrat avec les Reds. 50% de salaire en plus, ce qui donnerait à peu près par saison un contrat à 1,5 million. Lucas. C'est cher quand même, non? En vrai, en réfléchissant, Si. je me dis c'est pas si cher que ça. Ça a été devenu grec, toi. T'as le cours de l'euro qui est complètement déformé. T'as déjà Walkup, t'as déjà Vezenkov, t'as déjà Peters, t'as déjà Fall. Moi je dis c'est rentable. Tu vas avoir Keenan Evans, Sabenli normalement. Sabenli, je pense que ça sautera. Ça, on n'en discute pas. Contractuellement, il est lié au truc. Donc, oui, mais à terme, ça sautera, je pense. Ouais, mais 1,5 million, un joueur pareil, non. Moi, honnêtement, non. Je veux dire, il y a quand même très peu d'écart avec des joueurs qui sont d'un autre calibre en Euroleague que Nigel Williams-Goss. Bon, après, on va dire, ouais, un coup tu dis du bien, un coup tu dis pas du bien de lui, donc, mais je trouve ça cher. Honnêtement, je trouve ça. Je regarde contractuellement, là, où ils en sont l'Olympiakos. Makisic arrive en fin de contrat. Il y a ce sujet-là aussi. Milutinov arrive en fin de contrat. Mensah sera libéré à la fin de saison. Moses Wright, à voir ce qu'ils vont en faire. Et après, en fait, il pourrait y avoir de la place, mais il faut laisser partir un Dorsey qui est lié jusqu'en 2027. Moi, c'est ce que j'ai mis. Adieu Dorsey pour l'interrogation. Je pense que c'est acté, mais je trouve, ça reste onéreux. Après, je pense que on est aussi dans un tournant financier dans l'Euroleague où on voit que les chiffres, même 3 ans, 11 millions pour Kendrick Nunn, on commence à atteindre des chiffres. Oui, en avant, attendant, il y avait peut-être 2-3 joueurs qui étaient millionnaires, on va dire, sur l'année. Maintenant, on va avoir 3-4 joueurs qui seront au-dessus de 2, pas sûr. Clairement, oui, ça va s'approcher du 5. Pour moi, compte tenu du dossier, je pense jamais je mettrai autant, c'est tout. Le dossier, en fait, oui, à un moment, on se disait, oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Et finalement, il a trouvé son rôle en backup, peut-être justement par tu payes un backup 1,5 million, toi? Si tu peux te le permettre et si c'est le cours du marché. Tu me convaincras pas, mon pote. Oui, mais je sais bien, mais moi, je trouve pas ça déconnant. Après, voilà, on voit que tu es dans une situation financière bien plus agréable que moi. Oh, vas-y. Avec 1,5 million, je vis sur 152 ans, visiblement, toi, c'est le prix de ton jambon beurre du midi, donc voilà. Voilà pour les dernières news. Quand t'as payé l'ISF quand même, hein, je veux dire, non. Je n'ai pas tout déclaré. Ah oui. On va passer à ce qu'on a retenu de la semaine. Et dans cette rubrique, on va parler d'un club dont on a parlé pendant ces news, c'est le Žalgiris Kaunas. Ah non, ah non, bon, les Lakers, ça arrivera peut-être un jour, on finira peut-être par il y a une relation avec une légende du club. Et grosse légende, hein. Le Žalgiris Kaunas et Sylvain Francisco. Cette semaine, ils se sont imposés contre Zvezda dans un match plutôt très intéressant. Le premier depuis le départ de Lonnie Walker, on vient d'en parler. Les comportements, les attitudes, tout un tas de choses à décortiquer. Lucas, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et surtout, la question, c'est est-ce que Sylvain Francisco va devenir le vrai patron? Ça y est, on lui donne les clés. Alors, je te laisserai après la parole parce que tu m'as dit que tu avais des petits chiffres, mais je pense qu'indéniablement, c'est une bonne chose. Alors, évidemment, de perdre un joueur du calibre de Lonnie Walker, c'est mettre un trait sur quelqu'un qui peut t'apporter des points, mais je pense que le duo était vraiment incompatible par l'état d'esprit et la nécessité d'avoir le ballon dans les mains. J'y reviendrai plus tard si tu donnes pas les chiffres que j'ai pu sortir aussi. Chiffres. Mais je pense que ce genre d'équipe, étant donné que c'est pas une équipe top 4, top 6 Euroleague, il faut se contenter d'avoir un seul joueur qui soit vraiment, on va dire, héliocentrique
Et autant que ce soit Sylvain Francisco pour le coup, mais on peut revoir déjà des petits flashs de ce qu'on avait vu en début de saison, où on avait dit c'est bien, il a les clés du Camos, c'est clair, c'est net. Maintenant, il faut arriver à impliquer les joueurs autour de toi. Et surtout, ce que je me rappelle qu'on avait détaillé ensemble, c'est qu'il y a eu souvent des matchs en début de saison où les 3 premiers cartons, c'est relativement calme. Et 4e carton, Trinchieri lui dit vas-y, carte blanche. Ce qui était une façon de jouer qui était assez intéressante. Mais le problème que ça apporte, c'est que Kaunas doit absolument trouver des joueurs qui apportent régulièrement, de manière efficace, et consistante. Et pour l'instant, c'est vraiment le vrai hic, je trouve, de leur saison régulière. L'année dernière, tu pouvais compter sur Ulanovas. Cette année, je trouve pas qu'il soit dedans. L'année dernière, tu pouvais compter sur Birutis. C'est pas le cas cette année. Il y a eu un très bon flash de Dovidas Giedraitis qui s'est derrière blessé à nouveau et c'est à nouveau compliqué. Brasdeikis n'a jamais pu prétendre à ce qu'il avait été auparavant à Kaunas. Et Dovidas Servidis, même si parfois il met plus de 10 points par match, ça reste quand même un volume de tir qui est parfois un peu, on va dire, outrancier compte tenu des joueurs qui sont à côté de toi. Et c'est encore quelqu'un qui est en apprentissage, donc c'est relativement dents de scie. Quid de Brady Manek et compagnie, c'est exactement la même chose pour moi. Et on va le revoir peut-être sur le match de Zvezda. Il y a un axe qui est en train de se créer entre Francisco et Alen Smailagic. Smailagic qui a été très intéressant. Qui s'est fait chier dessus en début de saison pour être hors de forme et compagnie, et qui semble prendre le pli petit à petit. Je sais pas si tu te rappelles, Trinchieri avait dit il est pas en forme, il est pas du tout en état de jouer et compagnie. Et là, il y a eu, on va dire, le dernier tiers des matchs qu'on a pu voir, où il y a eu des grosses perfs, notamment le match face au Fenerbahçe qui a été perdu, mais où il était vraiment, vraiment en verve. Mais une fois de plus, Francisco Smailagic, c'est pas un duo qui t'amène loin, même si t'as une des meilleures défenses à côté, et même si t'as de vrais soldats à la Bukivicius et compagnie. Donc, c'est bien de se débarrasser de Lonnie Walker, mais il va falloir vraiment arriver à retrouver des mecs qui, au moins 1 ou 2 gars qui te mettent 9-12 points par match de moyenne, quoi. Et en se disant que le minimum, c'est 9 quand on en parle, quoi. Je suis d'accord avec toi, et c'est là où pour moi le Žalgiris peut être libéré du départ de Lonnie Walker en attendant de voir ce que Wong va faire. Mais c'est justement cette nécessité des autres joueurs de step up, parce qu'on en a même oublié Matthew Mitchell qui était assez attendu à l'intersaison. Totale, hein. Il n'existe plus, alors qu'il y a des vrais beaux flashs où il se donne corps et âme sur toutes les actions. Donc moi j'y vois une porte d'ouverture pour les autres. J'attends Sirvidis forcément, parce qu'en plus il est lituanien, que c'est un peu l'enfant du pays. Donc lui il est très attendu et il a le talent pour le devenir, parce que Brasdeikis pour moi n'aura jamais le talent et les épaules pour endosser ce rôle-là. Donc Sirvidis est attendu. Smailagic, je trouve que ça fonctionne très bien. Effectivement, peut-être retrouver un intérieur capable, parce que je trouve que Dunston joue peut-être, alors statistiquement je sais pas si c'est vrai, mais je trouve qu'il est de plus en plus présent sur le terrain. Je vais regarder un petit peu sur il en a eu besoin ces temps, donc s'il joue quand même un peu plus ces derniers temps. Il a même bien doublé Biotis pour le coup, on a été très élogieux sur les 18 derniers mois. Mais ouais, ils ont eu besoin de ce mec d'expérience solide, qui aussi tout simplement pose des écrans parce qu'il fallait en poser. Mais en tout cas, Trinchieri doit redistribuer un petit peu tous les plats, tout ça autour de Sylvain Francisco. Alors Sylvain Francisco, cette saison, c'est 14,6 points, 2,4 rebonds, 4,2 passes, une interception pour 15,6 d'évaluation de moyenne. Les pourcentages 45,2 à 2 points et 37,8 à 3 points pour quasi 3 pertes de ballon en moyenne. Donc, on a globalement le leader statistique de l'équipe, celui qui a un petit peu le lead de tout ça. Est-ce que je balance les stats que j'ai repérés tout de suite, ou est-ce que tu veux avancer d'autres arguments? Vas-y, et puis moi, je prendrai le relais derrière si tu n'as pas les mêmes. Alors, je me suis amusé à calculer tout un tas de stats autour de la période avant Lonnie Walker, la période Lonnie Walker. Donc,
avant l'arrivée de Lonnie Walker, donc ça représente 7 journées, les 7 premières de la saison, le Žalgiris Kaunas était à 6 victoires pour une défaite, tourné à 15,7 passes de moyenne, parce que je me suis dit, tiens, on a des flashs où le Žalgiris il joue mieux sans lui, ça partage plus le ballon. Ils étaient à 15,7 sans lui, ils sont à 14,8 avec. Donc effectivement, mais bon, est-ce que c'est très significatif? Non, puisqu'on retrouve quand même la première journée, ils gagnent, ils font que 8 passes décisives, voilà, et il y a d'autres matchs où ils en font 20, ils perdent. Bon, pas une science exacte non plus. Et on s'est dit, ah, mais avec l'arrivée de Lonnie Walker, il y a un truc qui change. Et effectivement, j'ai dit, il faudrait que j'aille voir le volume de tir. Sans Monsieur Lonnie Walker, le Žalgiris tourne à 59,6 tirs tentés de moyenne sur 7 matchs. En 19 matchs avec lui, ça passe à quasiment 67 tirs. Et ça, déjà, c'est une première piste sur le volume qu'a pris le Žalgiris avec lui, couplé à Francisco. Et si on regarde les deux joueurs, donc Lonnie Walker, sur les 19 rencontres disputées, a pris 222 shoots pour 86 rentrées, soit 38,7% à 2 points. Au tir, quand je dis au tir, c'est 2 et 3 points. Je vais pas calculer les lancers. Donc ça fait un gros volume. Et Sylvain Francisco a été impacté par tout ça. Puisque avant l'arrivée de Lonnie Walker, il était à 8,8 tirs tentés par match, avec un manque d'adresse, 35,5%. Avec Lonnie Walker, il est monté à 10,7 tirs tentés par match, mais son adresse a augmenté, 40,9%. Le bilan, sous Lonnie Walker, 6 victoires, 13 défaites. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais en tout cas, le Žalgiris a donc augmenté son volume de tir général avec le boulimique Lonnie Walker, Sylvain Francisco qui a suivi un petit peu la donne, et ça gagne moins. Alors, pour parler de boulimie, j'arrive. Lonnie Walker, sur son exercice Euroleague, c'est moins 6 de rating, presque 7, d'ailleurs 6,7 de net rating. C'est pire que 2 tiers de la ligue. Et on reprend en compte que dans le tiers pire, on va dire, de l'Euroleague, il y a sûrement des joueurs qui ne jouent que 3-4 minutes ou qui ont un échantillon très très faible. Là, on parle d'un mec qui jouait 22 minutes de moyenne, qui apportait, je sais plus, c'est 11 ou 13 points de moyenne. Donc, c'est quand même énorme de se dire, il a un échantillon énorme. Il reste en négatif et il fait partie des pires joueurs sur uniquement le net rating. 1,8 passes, 1,9 turnover, donc du négatif en ratio, là où quand bien même Sylvain Francisco perd beaucoup de ballons, ce qui est justifiable par le fait qu'il l'a beaucoup en main, il arrive tout de même à être en positif avec plus de passes décisives. Moi, ce qui m'a choqué et que j'avais déjà mis en avant, c'est son usage rate. 33% de usage rate quand tu débarques dans une équipe qui est soi-disant déjà en place parce qu'il y a eu 6 ou 7 matchs d'Euroleague faits. C'est énorme. Juste pour donner un ordre de comparaison, Kendrick Nunn, qui est un des mecs les plus gourmands de l'Euroleague et qui joue au Panathinaikos où il y a des mecs à côté qui peuvent demander le ballon, n'est qu'à 30%. Ouais, j'allais dire 28, ouais. Sacha Vezenkov est à 24%. TJ Source est à 30%. Donc tu arrives en Euroleague dans une équipe déjà placée où tu dois, alors certes on t'a demandé certainement de faire ce que tu dois faire, ce qui est logique, mais t'es plus gourmand que les cadors de cette compétition, c'est compliqué. Et pour donner aussi Sylvain Francisco, pour montrer à quel point c'était juste trop, lui est à 29,9. Tu peux pas avoir deux mecs dans ton équipe qui prennent 60% de tout ce qui a été généré. C'est juste impossible. Et si on détache le true shooting et le efficient field goal, c'est juste catastrophique. C'est 52% de true shooting, ce qui est pas bon du tout. Puisqu'en fait, il faudrait arriver à le plus proche, on va dire, des 100%, le mieux t'es, mais... Moyenne, c'est quoi, 60? C'est 60 plus.
Donc là, ça confirme qu'il est en dessous. Et quand on regarde l'efficacité, ça tombe en dessous des 50. On est à 47%. Donc c'était indéniablement un poison. Il n'y a rien d'autre à détacher. Donc forcément, on peut se dire que ça va aller mieux. On parle pas non plus d'un bourreau ou, tu vois, je trouve que dans les déclarations, alors c'est peut-être l'aspect communicatif NBA où il a bien été travaillé parce qu'il a quand même fait des grands clubs et il y était depuis quelques années. Mais voilà, il a eu de très bons mots pour les fans. Il n'y a pas eu de faits divers hors parquet qui font penser que ça s'est mal passé. Mais juste dans le style de jeu, c'était juste pas possible. C'est clair. Et encore, c'est une équipe qui est quand même basée sur une idée collective avec un coach qui veut travailler la profondeur de son effectif. J'ose pas imaginer si ça avait été ajouté à une fois de plus, on va reprendre les mecs, Kevin Porter, Shane Larkin, Mike James. Ça aurait été catastrophique. Est-ce que malgré tout, on peut pas en vouloir, mais reprocher cette boulimie à Andrea Trinchieri qui aurait pu peut-être coacher différemment, insuffler autre chose, ou qui s'est peut-être un peu trop reposé sur son duo? Moi, j'ai peut-être été un peu trop gentil, mais je pense qu'il a laissé faire parce qu'il savait très bien ce dont il avait besoin sur le moment. Et c'était peut-être fortement confirmé par le fait que Ulanova c'est pas en forme, que Smilagic était pas en forme sur le moment, que Mitchell arrive pas à rentrer un cachou à 3 points, que Bilotis n'arrive pas à confirmer sa deuxième saison, que Service a du mal, et que en voyant tout ça, il s'est dit putain, je peux pas avoir que Sylvain à côté, ça va être trop prévisible. Eh ben vas-y, on tente, hein, il me faut un mec qui score, donc voilà. Et je pense que ça se résume uniquement à passeport serbe, hein, parce que déjà l'année dernière à Belgrade, il y a eu. Il a été très bon. Des gros tirs. Je vous cache pas qu'il y a certains tirs. Au début, je voyais mal embarqué, et puis j'ai fait le cochon quand même. Il est fort. Mais ceci dit, on en a parlé entre nous dans notre discussion avec Dame et Romu. Il y a quand même des flashs où le garçon a encore besoin de progresser. Moi, j'ai vu certaines actions où Zvezda a carrément décidé, c'était même plus des stuns, on vient doubler. Le joueur sur l'aile. Ouais, c'était vraiment le serrer. Et malgré tout, il ne lâchait pas la balle. Parce qu'il y a des moments où il avait clairement la place, on peut me dire ce qu'on veut, mais il y a des moments où il avait clairement la place de lâcher le ballon et de la donner à un coéquipier. Il le faisait pas, préférait repartir dans la prise à deux, s'empêtrer, prendre un shoot, etc. Et il y a d'autres signes où je me pose des questions. C'est plusieurs fois, Trinchieri le prend à part ou discute un petit peu sur le bord de touche et sans lui dire « Calmos, travaille, construit, ne fait pas trop d'actions solo, etc. » Sauf que je me dis, on est au round 27, ça aurait déjà dû être travaillé pour Francisco, il aurait déjà dû évoluer là-dessus. Et je me dis, putain, mais l'année dernière, il avait Pablo Lasso comme coach et on avait quasiment les mêmes mots, finalement. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un truc où Sylvain Francisco, malgré tout le bien qu'on peut en dire et tout ce qu'on aimerait en voir, notamment ceux qui veulent le voir un peu plus en équipe de France, qui trouvent ça scandaleux de pas le voir, etc. Il n'évolue pas. Je trouve que, voilà, il n'évolue pas. Moi, je l'ai regardé avec juste le son des commentateurs. Et du coup, quand il y a des pauses, les temps morts, on entend très bien ce que disent les coachs. Et il y a eu plusieurs fois où Trinchieri lui dit non, on fait pas ça maintenant. Non, on peut pas faire ça maintenant. Qui semble quand même être révélateur, une fois de plus, derrière notre écran, devant la télé, au canapé, bien au chaud et compagnie. Mais qu'il y a encore une immaturité dans le jeu, dans la compréhension des systèmes, du momentum, de la tension qu'il peut avoir, non, ça on peut pas maintenant, tu vois. Si ton coach il te dit ça, c'est qu'il y a encore une œillère peut-être sur la façon de gagner. Et tu vois, je pensais que tu allais dire, mais donc il y a énormément de moments où il s'entête, où t'as Petrousev qui lui monte dessus, qui Davidovac qui lui met des bras, Kalinic qui lui met les coudes dans les côtes et tout. Et il s'entête, comme tu dis, et il y a des moments où il te trouve le mec dans un mouchoir de poche. Ouais, sur ses drives, certaines passes. Et c'est là où justement j'arrive à ce qui va évoluer. Je dis, mais putain, je suis persuadé qu'un jour on pourra avoir un Sylvain Francisco à 7 passes de moyenne, avec que 2 pertes de balles. Mais cette propreté, il va falloir l'accepter. Et je pense que ça, une fois de plus, c'est mental. C'est ce côté, je dois prouver au monde. Je suis un grand talent, oui, certainement. Mais ce côté, je dois prouver au monde, c'est
cette acidité, cette hargne que certains joueurs peuvent avoir. Je prends pas lui en exemple, c'est vraiment de manière générale parce qu'on en connaît beaucoup qui ont eu des parcours où on leur dit t'es talentueux mais ils doivent se battre. Et puis on sait pas, hein, il y a peut-être des trucs aussi extra sportifs, mais qui fait que à mes yeux, ces joueurs-là n'auront que très rarement le déclic. Ou alors s'il y a un déclic, c'est vraiment c'est un mind blown, tu vois, le GIF et Inception et compagnie. Mais en fait, ça arrive que très rarement. Et c'est ce qu'on reproche à certains gros talents qui au final ont bossé leur bagage offensif autant que possible pour être des tueurs, mais qui, une fois de plus, qu'il y a la nécessité collective, la responsabilité ou autre, bah ça fera toujours défaut. Et des noms comme ça, on Oui, a il y en a parlé de beaucoup. Nadir Effi il y a pas longtemps, pour moi c'est la même chose. On parle de Mike James par moment, c'est exactement la même chose. D'autant que Sylvain Francisco, on se dit, hey, sur son début de carrière, il a eu Du beau Spanoulis, monde, hein, ouais. il a eu Lasso, il a Trinkieri. Alors, est-ce que ça va éclater plus tard? Et effectivement, il faut peut-être arriver vers 27-30 ans pour que tout fasse sens dans sa tête et il se dise, bon, bah, j'ai peut-être un peu moins besoin de porter le ballon, de scorer et que je vais devenir Il a un vrai 27 ans tueur déjà. à gages. Ouais, tu vois, en plus, moi, je le voyais un peu plus jeune. Peut-être pas urgence, mais effectivement, son mindset devrait peut-être changer. Est-ce qu'on est parti sur un profil un peu à la Mike James où il a l'impression qu'il peut tout faire un peu tout seul et on voit Mike James que c'est en train d'un petit peu évoluer là en ce moment, même si toi et moi on a un doute, on a une interrogation sur est-ce que c'est du management, est-ce qu'il a vraiment compris son rôle, est-ce qu'on va en voir le pire quand les moments vont compter, il va vouloir tout faire tout seul. Est-ce qu'on est un petit peu sur ce type de profil-là? Moi, c'est un joueur que j'aime depuis le début, donc je vais rester optimiste. De toute manière, on reste relativement optimiste, même parfois trop ou trop longtemps. Mais il faut lui souhaiter que ça finisse par marcher. Mais en effet, Paris, Rouen, Manresa, Peristeri, Bayern, Kaunas, déjà, je pense que ce sera pas mal de rester plus d'un an dans un club et, euh, et de s'imprégner de tout ce qu'il y a autour aussi, je pense. Parce que pour le coup, tu vois, je suis pas sûr qu'à Kaunas, c'est grand monde qui le remettent en question dans le vestiaire en mode eh, si tu faisais ça, et tu sais que nous on est là aussi, et pourquoi pas ça? Et puis regarde tout autour, regarde dans quelle ville t'es, la religion que c'est dans ce pays, etc. Est-ce qu'un Ulanova justement va lui dire, est-ce qu'un Le Cavicius avec toute son expérience va lui dire, est-ce que il écoute un Brian Dunstan? C'est aussi ça qu'il faut savoir. De là le comparer à Mike James, non. Je pense que c'est possible qu'il soit remis à sa place, mais je pense que l'environnement d'un Žalgiris, c'est différent de tout un tas de clubs. Trop Je doux et sais trop pas, familial. peut-être. Ou plus, hein, bah attends, on va te l'apprendre. Tu vois, c'est ok, t'inquiète, t'es un chien fou, mais laisse faire le temps. Nous, on va t'accompagner, on va te l'expliquer. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Je vois pas. Alors après, j'imagine que c'est des bourreaux de travail, etc. Ils sont hyper exigeants, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont te cramer direct en mode, hey, t'es un con, machin. Ce qu'il faudrait dire parfois à d'autres joueurs. Mais tu vois, là, j'ai vraiment l'impression qu'ils se disent, ok, on a un produit un peu brut, mais on a le coach, l'environnement, l'aura d'un club et d'un pays. On sait polir, nous. Et en vrai, mais de toute façon, on l'avait dit d'entrée dans nos previews, hein. Si Francisco sous Trinkieri, ça marche de ouf, qu'il arrive à évoluer, qu'il s'installe là-bas pendant 2-3 saisons, on sera les plus heureux du monde, hein. On l'attendait déjà ça du côté du Bayern, donc et même Peristeri. À partir Ouais, du mais moment où Peristeri, tu vois, tu te dis, c'est un tremplin. Tu te dis, il pour moi apprend, il découvre. Manresa était le vrai tremplin, hein, parce que quand tu Oui, partages avec toute l'épopée, toute l'émotion que ça générait, pour moi il il était avait là le déjà vrai un bon tremplin. coach, hein. Il avait déjà Il Martinez. y a eu que des bons coachs dans sa carrière. C'est vrai. Dites-nous ce que vous pensez de Sylvain Francisco, de son évolution, de ce qu'il fait, de ce qu'il doit Ouais, faire et on est encore curieux. travailler. On est bien curieux. On est curieux de savoir, essayer d'être constructif, hein, de pas juste dire qu'on est des sous-merdes parce qu'on a juste dit qu'il fallait qu'il évolue un peu. Du calme, mollo, hein. Moi, je redis, il m'a donné des frissons sur le match Oui, contre et Zvezda. si vous écrivez des commentaires, n'appuyez pas sur pause. Écoutez jusqu'au bout. S'il vous plaît. Ou réécouter, parfois. Pour finir, on va attaquer notre dernière rubrique. Alors, on a préparé des petits tops. C'est un petit truc là comme ça. Petit truc sympa, petite milliardise pour cette reprise de l'Euroleague. On s'est posé la question de Quelles sont les plus belles moustaches
Le meilleur backcourt et le meilleur frontcourt de l'Euroleague. Donc on s'est mis à chercher ces petits noms. Donc on va en donner un chacun pour le backcourt et le frontcourt. Bien sûr, vous nous connaissez, on sait pas se tenir. J'en ai 38. Donc on va en citer quelques-uns de plus en mention. Ne vous le front de inquiétez courte Robertson, Tariq Black là. Là. Lucas, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par les petits, puisque c'est une ligue de petits, ou on va attaquer les grands? Allez, les petits. Alors, au niveau des backcourts, qu'est-ce que tu nous proposes comme backcourt? Est-ce que tu veux qu'on commence par les mentions? Enfin, garder un peu de suspense, de watch time, etc., etc. Ouais, vas-y. Alors, tes mentions. Il y en a une, j'ai pas réussi à me décider, donc je te la balance vraiment comme ça. Je t'aurais mis un Okobo Strazel. Ok. Parce que je trouve que Jordan Lloyd Strazel, Mike James Strazel, Okobo, Jordan Lloyd, il y en a trop. Je sais pas comment. Okobo Mike James, par exemple. Non, merci. Moi, je l'en mentionne. Pas assez de Calates, sinon je t'aurais bien mis Calates, Okobo, Papagiannis, bon, moi, tout ça. Donc, je t'ai mis Monaco avec un point d'interrogation. Ok. Bah, ça me permet, moi, de rebondir. Effectivement, dans mes mentions, j'ai mis Mike James et Eli Okobo, mais j'ai pas pu le mettre en candidat évident, puisque on en a parlé, Okobo est souvent 6e homme. Mais je me suis dit, vu le niveau affiché par le garçon et celui de Mike James, ça peut se citer quand même. Il faut reconnaître. Oui, c'est sûr. Ensuite, ton autre mention. Moi, j'en ai un du côté de l'Allemagne. Et non, c'est pas Hermanson Spagnolo. Oh non, j'attendais. Monsieur... Ah, il est bon, c'est Hermanson, dis donc. J'avais Monsieur Kersen Edouard et Nick Weiler-Bab. Une fois de plus. Ok. Weiler-Bab, mais enfin, tu sais comme moi, on attend juste que ça explose. Comme ça, on va pouvoir finir la propagande avec lui. Mérité, hein, mais... Si un jour j'ai des bandeaux, c'est vraiment à cause de lui et Robertson, je pense. Voilà, c'était mes deux mentions. Et moi, pour finir avec mes mentions, j'ai mis obligatoirement un Kendrick Nunn, Jerian Grant, qui sera peut-être ton top, du coup. J'ai peut-être un truc. Ah ouais. Mais j'ai peut-être mieux. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Est-ce que je t'ai spoilé, merde? Je dis rien, hein. Connard. J'ai rien dit. Mais regarde, je garde les mains, Donc, ton top? Kendrick Nunn, Kostas Lukas. Ah, ok. Alors, j'ai pas voulu mettre Kostas Lukas, en me disant, ouais, on va me reprocher parce que il est souvent son remplaçant ou il joue peut-être pas forcément ensemble, etc. Mais je dois t'avouer, mon premier choix, c'était ça. Après, je suis parti sur Jerian Grant parce qu'on les voit forcément tous les deux plus haut, etc. Mais ok, on était quand même connectés. Alors, explication de Kendrick Nunn, Kostas Lukas. Deux assassins, un mec qui tourne à 48 points et l'autre qui ne tourne pas à 48 points mais qui t'en met 48 de pire dans les dents quand il faut. Donc là, attention, en plus, il y a je crois qu'il y a Real Madrid qui arrive. Oui. Je me demande s'il n'y a pas un enchaînement Real Madrid-Olympiakos là. Ma fantaisie est chargée. Tout de permettu. Je veux dire, j'ai toujours pas supporté le Final Four l'année dernière, mais c'est des grands malades. J'ai eu du mal avec les Grecs au fil du temps. J'ai toujours préféré un peu plus Kostas Lukas que Nikiates, mais ça s'est bien retrouvé. Mais c'est un malade. C'est un grand fou. Mais tu vois, c'est ça où des fois, quand tu charries en mode « Ah, El Pana, je peux pas. » Moi, je peux pas, mais je les regarde quand même. Mais juste pour des mecs comme ça, en fait. Bon, Kostas Lukas, de toute façon, je pense qu'il pourrait jouer n'importe où. On le regarderait. Parce que c'est toujours hyper cool à voir. Il est incroyable. Oui, bon, alors il aurait, oui, alors 15 ans en arrière, hein, par contre. Mais pour des joueurs comme ça, c'est fou. Kendrick Nunn, il a pris des coups de chaud énormes cette saison où il a fait du 40 points, je crois. Une fois de plus, 35, légende, hein. Légende des Lakers. Et Kostas Lukas, de toute façon, légende parmi les légendes, le jour où on fait le seul top joueur 10 Euroleague all-time. Seul joueur qui a gagné l'Euroleague dans 3 clubs différents, donc vous pouvez être sûr qu'il sera devant Mike James déjà. Ok. Oh, j'ai spoilé, merde. Oh. Donc pour toi, Kendrick Nunn et Kostas Lukas. Pour moi, alors en vrai, j'ai eu beaucoup d'hésitation avec celui que j'ai cité juste avant. Théo Malédon Paris Lee? Non.
Non, Il a j'aurais raison. bien voulu. Tu sais que pendant un moment, j'ai réfléchi en me disant à qui je pouvais mettre l'Asvel, mais on a dit ah ouais, mais c'est un backcourt, du coup il faut que je trouve un mec à la hauteur. Nando Théo. Ouais, mais ça c'est pas en top, tu vois. Et finalement, je me suis dit bah je vais prêcher par ma paroisse. Il fallait que Mario j'aille Jokic. Nakic et Lakic, le Hitch Gang. Non, on est parti. Pour moi, je suis parti sur Carlik Jones, Sterling Brown. On a parlé de Sterling Brown dans la C'est mon FAQ. On deuxième nous choix. demandait s'ils étaient MVP. Pour moi, c'était pas possible. Par contre, en termes de duo, dans la dynamique actuelle, je me dis, en fait, si on regarde en backcourt, effectivement, t'as les mecs de Monaco, du Pana, il y a aucun doute possible. Et après, tu te dis, ah ouais, mais c'est souvent du 1-5, du Ouais, c'est 1-4, ça. c'est du mélange. Et je me dis, sur les deux, eh ben, je me dis Ouais. Carlik Jones et Sterling Brown. Alors après, il y a peut-être l'effet dynamique actuel. Peut-être qu'en Non, je début suis de pas saison, d'accord. Ouais, bon, alors oui, par rapport au début de saison, c'était pire, mais je trouve vraiment, comme tu l'as dit, c'est que voilà, on aurait pu détacher Mike James et Okobo, sauf qu'il va y avoir deux bons matchs d'Okobo, un match de Mike James, alors que là, t'as vraiment l'impression que Carlik Jones et Sterling Brown, tous les jours, t'en prends 15 de la part des deux. Ouais. Et Sterling Brown sera proche d'un 15-6-6 et Carlik sera à 15-8, tu vois. Tu sais que eux deux, ils vont tourner à 62 pires, tu vois, et tu vas le prendre. Et en plus, je trouve qu'ils sont hyper complémentaires parce que, alors, déjà, le partisan, il faudrait des stats à l'appui, mais je trouve qu'ils sont très mid-range dans leur jeu. Ils vont beaucoup attaquer, faire un, deux dribbles, shooter. Mais Carlik Jones est parfaitement là-dedans. C'est-à-dire qu'il va prendre le pic, se cacher derrière, jouer sur du mid-range ou aller attaquer le cercle. Sterling Brown le fait, mais lui est plus à 3 points aussi. Et en fait, je trouve qu'ils sont hyper complémentaires. Ça amène des armes de partout. Donc voilà, il fallait que je prêche pour ma paroisse. Désolé, hein. Bon, on t'en voudra pas. Alors moi, Pour le front court, c'était mon deuxième choix, mais je trouve que les deux du Pana sont quand même une classe ouais, ça bien se au-dessus. comprend. Là, on est en train de chipoter. Hein, Ouais, c'est ouais. du goût de chacun. Hein. Pour le front courte, là, j'ai pas mis 3 heures à trouver. J'ai direct foncé sur un duo gagnant. Attends, du coup, Bah oui, on va parler des mentions. Bah évidemment. Alors moi, j'ai qu'une mention. Mais t'en as plusieurs, toi. Donc je vais te laisser en donner au moins une ou deux. bah alors moi, je suis curieux de savoir quel va être ton choix, même si je pense que vu toute l'année à Monsieur Parrain, les retours du roi, poète, ça va être lui en premier, j'imagine. Oh, tu vas être étonné. T'es Bon, pas prêt. ah bah attention parce que je vais peut-être te spoiler un truc sinon. Micro-mention pour le duo Moneke-Hall qui envoie du pâté depuis Je suis d'accord. depuis peu, on va dire les 10 derniers matchs, mais Donta Hall c'est du solide et les deux ça fait vraiment plaisir. Les deux marsupilami là, on l'avait annoncé en preview que ça serait peut-être le seul truc qui nous ferait plaisir. Bah, c'est finalement le seul truc qui nous fait plaisir. Bingo. Avec un petit LC de temps en temps. Et après la vraie mention on va dire c'est le duo Philippe Petrousev Joel Bolomboy. Et je les mets juste là parce que ils jouent pas assez souvent ensemble. On a eu beaucoup de moments où Sferopoulos va starter par exemple Petrousev qui sera en 4,5, 5. Et il y aura un petit switch où il y aura des moments où ils vont jouer ensemble, mais la plupart du temps, Bolomboy arrive en sortie de banc, a un gros temps de jeu, mais j'ai pas eu le sentiment ils forment vraiment un front de courte. Alors que ceux Depuis qu'on le a cités retour de auparavant, Petrousev, Bolomboy a eu sa blessure. il y a eu un peu voilà. Puis t'as eu du Mitrovic, chante, il y a des moments où Kalinic, on sait plus quelle position il joue, donc voilà. C'est pour ça. Donc ça, c'était des deux mentions. Oui. Et bien ma mention va à Sacha Vezenkov et Nicolas Milutinov. Non. Intéressant. Est-ce qu'on aurait le même front de courte? Alors là, je suis chaud patate. Alors si c'est le même, c'est très drôle parce qu'en plus tout le monde va se foutre de notre gueule. Je pense qu'on est bon alors. Les mecs, vous nous chiez dessus depuis 4 ans. Et là, vous allez vous masturber. C'est pas possible. Vous faites notre gueule. Mais alors ce qui Oui. prouverait que d'une, on regarde quelques matchs, de deux, qu'on est alors, assez... on est les deux mêmes cons, hein, mais. Il y a peut-être de ça aussi. Et on se concerte. Oui, ce qui est drôle, c'est qu'on se concerte pas, on évite de se faire des trucs trop préparés en amont pour se spoiler les trucs. Donc ma mention, Vezenkov, Milutinov,
Voilà, hein, qui était mon deuxième choix aussi. Tu me mets le Mousfal de l'année dernière sans blessure, sans rien. Alors là, ils sont premiers. Je sais pas si ça sera vraiment, mais voilà, Vezenkos, Fall, Mulitina, voilà. J'arrivais pas à me décider. Et je crois que je viens de voir l'autre. Bon, on va pas faire trop de mystère. Le premier le front de courte. Ouais, dis-le parce que ça va me faire mal de le dire à haute voix. Est-ce qu'on ne serait pas sur un Mirotic Lodé quand même? Ah, cette saison, c'est impossible de les mettre ailleurs. Vraiment, là, il y a un duo plus que extraordinaire. Ils fonctionnent bien ensemble. Milan, c'est Dancy, ok. Mais si tu prends front de courte, brut... Ouais, mais quand il joue, c'est plus Dancy. C'est dans tout court, là, ça te niaque. C'est très, très, très fort. Steve Kerr a dit, j'ai inventé le small ball. Messina lui a dit, attends, laisse-moi rire. Non, vraiment, c'est un duo létal. Et c'est donc assez rare. C'est pour ça, je t'ai demandé comment tu vois Isaac Ledé, parce que soi-disant, il s'était comme il est. Pour moi, c'est un poste 4 depuis c'est l'époque. Mais vraiment, c'est fou. Et une fois de plus, Mirotic est revenu de blessure, Fabien Causer est revenu de blessure, et bizarrement, ça gagne à nouveau. Hein. Bah, on peut pas tout réinventer. Hein. Non, mais ils sont imbattables, je trouve. Et Isaac Ledé, 16 points, 4,5 rebonds, un peu plus d'une passe, 20 Devel. Mirotic, 18,5 points, 6,5 rebonds, 2 passes, une interception, 22,7. Désolé, je t'ai coupé. Capable d'absolument tout te faire. Mais allez, on va dire, c'est juste peut-être pas de très bons ball handlers, mais létal, absolument létal. Ledé qui, sur les 4-5 derniers matchs, a quand même fait 39 dévals contre le champion, 33 points, 8 rebonds, 36 dévals contre le Žalgiris. Voilà. Il a tenu la baraque quand Mirotic n'était pas là, quand Dimitrijevic n'était pas là, quand Causer n'était pas là. Donc vraiment, chapeau. Donc retenez bien, on a dit du bien de Milan et on sait reconnaître qu'ils sont forts quand ils le sont. On a dit du bien d'un duo qui, malencontreusement, joue à Milan, malencontreusement coaché par Ettore Messina. Ce n'est pas dépendant de notre volonté. Mais voilà, au moins on a l'honnêteté de le dire. Bien, voilà pour notre top backcourt et frontcourt. Ça annonce d'autres tops qui se parsèmeront comme ça au fil des hebdos, au fil des épisodes. Si les gens ont des idées de top très rapides comme ça à nous proposer, petit commentaire. Moi, je t'ai suggéré la semaine prochaine, on peut faire un top duo, mais de manière générale, donc pas forcément respecter les positions. Vous avez compris le message. Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire le top que vous aimeriez qu'on fasse dans l'émission ou sur une vraie émission dédiée à tout ça. Ouais. Mais n'hésitez pas à nous laisser en commentaire tout ce que et même vos tops, courte, front courte aussi. Et dites-nous ce que vous en pensez. On arrive sur la fin de cette émission pour c'est cette J27, le 13e hebdo de la saison. Il y a plein de choses qui arrivent. On a fait un live. On essaye de voir si on peut pas en refaire un cette semaine pour le round 28. Elle sera peut-être sortie d'ici l'hebdo, ou peut-être pas, mais il y a peut-être une discussion avec un joueur du plateau qui est en cours de montage, de finalisation par notre cher Damien. Sur ce, Lucas, merci encore de m'avoir accompagné pour cet hebdo. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas, les réseaux sociaux, le petit pouce, les abonnements, les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça nous soutient. Sur ce, je vous dis à très vite et regardez du basket avec passion. Ciao, ciao. Ciao.